Moi, je suis un chercheur, je suis un jeune qui était fort en maths. J'avais aucune envie d'être ingénieur. Enfin, je suis quand même passé avec des études de maths. Quand j'ai fini ces études, je n'avais pas envie d'être dans une école d'ingénieur, donc je ne savais pas trop que faire. Et des copains, des amis m'ont dit « Mais viens aux Beaux-Arts ». Il n'y avait pas d'école des Beaux-Arts à Montpellier à ce moment-là. Il n'y avait qu'une école des Beaux-Arts à Paris, et c'était la seule qui enseignait l'architecture. Je dis « Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas » C'était juste après la guerre. Moi, ça ne m'intéresse pas de venir à Montpellier pour remettre des toits sur les tuiles dans tous les bâtiments qui ont été abîmés par la guerre. Il m'a dit, mais si, tu verras, t'es là. Et ils ont insisté, mes amis. Hein. Tu n'étais pas encore dans le trou, toi. Ah non, je n'étais pas dans le trou. Mais ils ont insisté, ils m'ont entraîné, et on a fondé les ateliers de cinéma total. Et ça, c'était formidable, quoi. Ils m'ont aidé dès le départ. Hein. On a fait une petite équipe et on a dit bon, ben on va faire le panorama. La DRAC s'est intéressée à ce cinéma il y a déjà quelques années, mais ce qui a précipité les choses, c'est un projet de démolition de cette salle qui se situe à Clapiers et dont la justification vous sera explicitée par M. Corbin ensuite. Mais pour moi, l'essentiel, c'était de sauver ce bâtiment. J'avais eu l'occasion de travailler sur l'œuvre de M. Jolme lorsque j'ai fait la labellisation de l'université Paul Valéry, le campus de l'université Paul Valéry, qui s'appelait à l'époque la faculté des lettres et des sciences humaines, dans les années 60. Et cette œuvre m'avait paru ici particulièrement intéressante, déjà pour son insertion dans le site et sa conception architecturale. J'ignorais par contre tout du procédé de cinéma panorama, qui est quand même l'essentiel de ce bâtiment. Alors, la demande de protection est venue de l'association des Amis du Panorama et de M. Jolme lui-même, qui s'inquiétait du devenir de ce bâtiment. La commune s'était déclarée favorable au maintien de ce bâtiment, mais malheureusement un permis de démolir avait déjà été accordé, la commune ne pouvant pas refuser, n'avait pas les motifs suffisants pour refuser cette démolition qui était, d'après les propriétaires, rendue nécessaire par les risques de squat et de dégradation. Donc actuellement, la commune a souhaité également cette protection et une négociation est en cours avec les propriétaires pour essayer de trouver une solution de réutilisation et de sauvetage. Donc pour protéger ce monument au titre des monuments historiques, il fallait passer devant la Commission régionale du patrimoine et des sites, ce qui a été fait le 19 novembre 2015 et qui a abouti à la signature d'un arrêté d'inscription au titre des monuments historiques de ce bâtiment en totalité. Alors, une petite situation rapide de l'œuvre de l'agence Philippe Jolme et Jean-Claude Deson, qui a marqué le paysage montpelliérain dans les années 1960 et jusqu'aux années 1980. Ici, je vous propose une carte faite par l'association du Centre d'art La Fenêtre, qui a répertorié l'essentiel de ses réalisations sur l'agglomération de Montpellier. Philippe Jolme, à qui je rends hommage donc aujourd'hui, est né en 1927 et il a d'abord une formation à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, ce qui n'est pas indifférent pour un architecte. Donc il est architecte depuis 1955, et pendant une quarantaine d'années, il est à l'origine de nombreux équipements de la ville, en collaboration avec Jean-Claude Deson, hélas disparu. Et sa grande œuvre, entre autres, pour moi en tout cas, c'est l'Université des sciences et des lettres dont je vous parlais, mais aussi les restaurants universitaires de Verbois et du Triolet. Il est connu aussi pour avoir créé la nouvelle mairie, ce qu'on appelait la nouvelle mairie à l'époque, et maintenant l'ancienne, celle qui se situe vers le Polygone dans les années 70. Mais peut-être son travail le plus important et qui est connu internationalement, c'est l'usine IBM dans les années 65. De sa formation à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, il avait retenu que l'architecture et le cinéma sont deux manières complémentaires d'appréhender l'espace,
qu'elles soient fixes ou mobiles. En 1954, il concrétise cela en concevant pour son diplôme d'architecte une salle de cinéma hémisphérique conçue pour accueillir des projections de films réalisés avec l'objectif fisheye. En 1963, il est fondateur de la Société des ateliers du cinéma Total, et en 1958, il dépose le brevet de ce procédé, mais M. Corbin va vous expliquer tout ça en détail. Je vous montre rapidement quelques images de ces réalisations. Le grand ensemble universitaire, parce qu'il n'y a pas que la faculté des lettres et sciences humaines, cela s'insérait dans un ensemble universitaire très important qui était dirigé par René Gère, l'architecte marseillais qui a restructuré complètement Marseille dans les années 60 et qui était l'architecte officiel du ministère de l'Éducation nationale, en tout cas pour le Midi de la France. Donc, la faculté des lettres est plus importante pour moi parce qu'elle représente une collaboration avec les architectes, par le biais du 1% culturel, accordé à l'insertion d'œuvres d'art contemporain. Mais là, il ne s'agit pas simplement de rajouter une statue ou un décor en façade, c'est vraiment un travail de partenariat étroit entre l'architecte, le concepteur des volumes et le plasticien. Par exemple, la grande réalisation, c'est ce mur dit cyclopéen à l'époque, confié à Albert Dupin, un artiste local qui a travaillé sur les matériaux locaux et qui a créé cette espèce d'immense mur d'une centaine de mètres, je crois, hein, de long, qui est entièrement décoré, non, j'ai pas mis de détails, si, voilà, ici, d'insertion de pierres dans du béton. Et il travaillait sur des petits cadras qu'il a ensuite plaqués de façon très artisanale. Voici ce mur qui joue avec les reflets de l'eau sur ce petit canal qui suit la pente. Et une autre des œuvres d'Albert Dupin est cette muraille en terre cuite qui est à la cité du Triolet. Alors d'autres réalisations de Philippe Jolle me rappellent ce travail sur le module géométrique, comme les cités universitaires, les restaurants universitaires ici. Et qui sont assez méconnus, on les regarde peu comme des œuvres d'art. En fait, il faut vraiment apporter un regard nouveau, et lorsqu'on y vit, lorsqu'on connaît les lieux, on ne fait pas forcément attention à l'architecture, et c'est une des qualités d'ailleurs, c'est justement de créer un cadre vivant qui n'est pas simplement une œuvre qu'on présente dans un musée. Alors l'usine IBM, la voici, c'est cet immense ensemble très complexe. Mais on connaît surtout l'ancien hôtel de ville du Polygone. Ici, une image en haut à gauche qui montre la phase de construction et la phase de réalisation ensuite en bas à droite. Mais d'autres réalisations sont intéressantes, comme la clinique Lalironde à Saint-Clément-de-Rivière, qui est conçue avec le personnel médical, avec les médecins, puisqu'il s'agit d'une clinique psychiatrique. Alors, l'association La Fenêtre, le Centre d'art La Fenêtre, que j'évoquais tout à l'heure, a fait une exposition assez importante l'an dernier et a présenté différents panneaux, dont celui-ci, par exemple, la Villa du Quai-Lart, pour dire que Philippe Jolle n'a pas consacré uniquement son temps à la création d'opérations publiques, mais aussi pour des architectures privées moins connues, hélas, parce qu'elles sont tout à fait remarquables. Alors revenons à Clapiers. Voici la situation du paysage de Clapiers à la limite nord de Montpellier, hein, qui était en pleine nature à l'époque, entre Champs, Garrigues et Pinède. Et voici le Clapiers d'aujourd'hui, donc cette urbanisation galopante avec tous ces lotissements et ces programmes immobiliers explique la pression foncière très forte qu'il y a sur le panorama que j'ai ici cerclé en rouge, qui est encore conservé au centre d'une petite pinède naturelle, mais pour combien de temps? On l'espère pour longtemps. Voici la situation de ce petit édifice là, perdu au milieu des autres, sur le cadastre d'aujourd'hui.
et une vue satellite rapprochée qui montre cette forme assez originale en triangle qui émerge de la végétation. Donc là, je passe rapidement sur ce qui sera expliqué ensuite. Alors, ce bâtiment se présente en plan comme ceci. C'est une imbrication de volumes triangulaires irréguliers qui est en fait très fonctionnelle puisqu'elle est liée au fonctionnement de ce système de cinéma avec une grande salle circulaire, puisqu'il s'agira en fait de projeter sur une coupole une image que les spectateurs verront étant assis en bas, en position inclinée, qu'ils verront au-dessus d'eux. Voici cette salle en plan. Et je passe là rapidement, avant de passer la parole à M. Corbin, quelques images du bâtiment pour en faire le tour, pour vous en donner, pour que vous puissiez l'appréhender dans son volume. Là, au moment de la construction, c'est la façade sud, l'entrée prévue pour le public à l'origine, qui est un peu en hauteur par rapport au reste du bâtiment, qui s'élève sur une pente avec un fort dénivelé, pour respecter justement la topographie des lieux. Voici la façade sud-est. La façade sud, l'entrée du public aujourd'hui, alors ces murs ont été tagués de façon importante, mais ce sont plus des graphes que des tags, ce n'est pas sans intérêt aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà l'entrée aujourd'hui sur le côté. Ensuite, quelques extraits des planches des plans d'origine qui ont servi à la construction, avec ce rainurage des surfaces ici pour donner, comme dans le béton banché qui garde les traces de la veine des arbres, pour donner une impression d'élévation. Voilà, on continue à faire la façade ouest. Alors quelques éléments remarquables comme ces ouvertures dans les murs qui permettent d'avoir des jeux de lumière et d'ombre, et la grande, comment appeler ça, une gouttière, oui, une gouttière qui permet l'évacuation des eaux du toit vers l'extérieur, qui a beaucoup d'allure. Le pignon nord-ouest ici, et voici en construction ce que ça a donné. Je passe un peu vite. Voilà la construction achevée et l'état aujourd'hui. Donc la salle a été fermée en 2005. À l'intérieur, mais ça on va le voir, voilà l'état actuel de la salle qui est à l'abandon mais qui est tout à fait restaurable et réutilisable. Elle a subi des dégradations importantes puisque des squats ont eu lieu et des feux ont été faits à l'intérieur, les documents ont été brûlés, mais l'essentiel a pu être récupéré néanmoins. Lorsque j'ai découvert les lieux, il y avait encore toutes les archives des constructions de M. Jolm, donc j'ai négocié avec les archives départementales et les propriétaires et M. Jolm pour que ce fonds soit déposé enfin aux archives départementales à Pierre-Vive et enfin sauvé et classé et réutilisable, en tout cas livré aux chercheurs et aux passionnés. Voilà la coupole qui est un écran en staff de 12 mètres de diamètre et M. Corbin va vous expliquer tout ça plus en détail. Je vous remercie. Je vous signale que j'ai produit avec Hélène Palousier un petit opuscule sur le campus de la faculté des lettres et sciences humaines de Montpellier dans la collection Duo de la DRAC. Malheureusement, ce volume est épuisé, donc j'en réserve 2 ou 3 pour des gens particulièrement intéressés, mais je vous demanderai de le garder précieusement. Et il avait été annoncé dans la revue Chantier, mais c'était le numéro 2 de cette revue, qui est la revue de la DRAC, où l'on commençait à parler du patrimoine universitaire et du label 20e avec le projet de labellisation de l'université ici. Bien, bonjour, je suis Hubert Corbin. J'ai eu la chance de suivre l'aventure du panorama de Philippe Jolm dans une grande partie de son déroulement. Et c'est pourquoi je vous propose de vous la faire partager maintenant avec ce récit historique. Je voudrais tout d'abord remercier la DRAC
qui nous donne la possibilité de présenter aujourd'hui le procédé Panorama, invention qui est le volet cinématographique de l'œuvre de l'architecte montpelliérain Philippe Jaulm. Je tiens surtout à remercier la DRAC et particulièrement M. Yvon Comte pour l'intérêt qu'elle a porté à l'ensemble de l'œuvre de cet architecte. Une première fois en attribuant, comme il l'a dit, le label patrimoine du XXe siècle à la faculté des lettres de Montpellier, et une deuxième fois en inscrivant la salle Panorama de Clapiers au titre des monuments historiques, ce qui a pour effet de la protéger, de pouvoir envisager sa restauration et ainsi de la rendre, nous l'espérons, à l'usage du public. Encore une fois, merci. Comment cette salle s'est-elle retrouvée en 1969 sur la commune de Clapiers et comment est né et s'est développé le procédé Panorama qu'elle abrite? La plupart des inventions ont généralement pour point de départ un manque, une insatisfaction et une insatisfaction telle pour celui qui l'éprouve qu'elle nécessite la mise en œuvre d'un processus créatif pour la dépasser. Il existe des cas de découverte fortuite, mais pour l'objet qui nous occupe, c'est bien d'une insatisfaction qui en est de l'origine. Et quelle est-elle? Nous sommes à la fin des années 40. Philippe Jaulm, après Mathsup et Mathsp, et un bref passage dans un cabinet d'architectes de Montpellier, se trouve à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, où il se spécialise dans l'étude de l'architecture. Et confronté à la représentation de l'espace, il se heurte à un constat très simple et très vite. Les limites évidentes de l'usage de maquettes comme représentation en 3 dimensions de projets architecturaux, et notamment les espaces intérieurs, et le fait qu'on ne peut entrer dans l'image rectangulaire plane comme l'œil entre dans l'espace qui l'environne. Il se penche donc sur le problème d'une représentation non par l'objet, la maquette, mais par une image de cet objet qui restituerait la totalité de l'espace perçu par l'œil humain et surtout avec le même écart angulaire que dans la perception directe, c'est-à-dire en respectant les impressions d'échelle, de distance et de perspective. Bref, une image qui sortirait des limites du cadre perspective traditionnel et qui placerait le spectateur dans un espace simulé. Exprimé ainsi, le concept peut paraître aujourd'hui assez évident, mais il en allait tout autrement il y a 60 ans. Il faut se rappeler qu'à cette époque, il n'existe pas encore d'objectif permettant de capter les 180 degrés du champ visuel humain. Mais les outils théoriques existent. Et en esprit scientifique, Philippe Jaulm sait qu'à l'aide des mathématiques et de la géométrie, on peut représenter le champ total de l'œil humain. Et il faut pour cela transgresser quelque peu la perspective enseignée. En effet, la perspective classique, élaborée depuis la Renaissance, a permis de codifier une représentation du réel tout à fait satisfaisante et efficace qui est devenue universelle. Cette perspective, c'est l'image que l'on peut obtenir par le dessin ou la photographie à partir de la section plane de ce que l'on nomme la pyramide visuelle pour un champ de vision de l'ordre de 30 à 40 degrés. Si ce système de représentation du réel a l'immense avantage d'être partagé et utilisé par tous, dans tous les domaines, de l'art, de l'architecture, etc., il a cependant l'inconvénient de se heurter à cette limite de l'angle de vision restreint qu'il suppose, ces fameux 30 à 40 degrés de champ. Si l'on veut représenter les 180 degrés de la totalité du champ visuel humain, la seule solution est d'utiliser une autre forme de perspective, la perspective curviligne, qui correspond à l'intersection de la pyramide visuelle par une sphère, dite sphère de référence, dont le centre est l'œil, et non plus par un plan. Les modèles mathématiques de projection d'une sphère sur un plan sont connus. Le perspectiviste Albert Flocon a par exemple présenté dans les années 60 un mode de construction très précis de l'intersection de la pyramide visuelle par une sphère et de son rabattement sur un plan. Et dans ce cas, toutes les données de la sphère sont ainsi transposées sur un plan à l'intérieur d'un cercle. Il est donc théoriquement possible d'inscrire sur une surface plane les 180 degrés de la réalité perçue par l'œil, ce qui formera une image circulaire où les droites seront des courbes et où tout le champ visuel sera représenté. Au début des années 80, quand les ordinateurs personnels font entrevoir la possibilité de créer des images complexes grâce à leur puissance de calcul, Philippe Jaulm a d'ailleurs vérifié la validité de cette démarche. À partir d'une grille circulaire et non rectangulaire comme pour la perspective classique, on peut projeter un espace à 180 degrés. On reconnaît sur l'image de gauche la projection en perspective curviligne de l'ancienne mairie de Montpellier, suivant la méthode d'Albert Flocon, et à droite, la même représentation obtenue à l'aide d'un objectif à anamorphose sphérique.
Philippe Jaune travaille donc dans ce sens, mais se heurte évidemment au problème de l'enregistrement de l'image et de sa projection. Comme il se doit, la démarche empirique vient alors en renfort de la démarche théorique. Comme l'avait fait avant lui le graveur Moritz Escher, Philippe Jaune obtient ses premières images en perspective curviligne en photographiant un miroir sphérique, une boule de Noël, avec une caméra 9 mm 5. Il fait des essais de projection dans sa chambre d'étudiant en projetant les images obtenues sur un miroir convexe, la même boule de Noël, ou la surface d'une louche en argent, qui reflète alors l'image sur tous les murs de la pièce. Après ces essais, et pour pallier le manque d'objectifs permettant de capter un champ de 180 degrés, il adapte un bloscope sur sa caméra, c'est-à-dire un judas optique qui permet de regarder au travers d'une porte ce qui se passe à l'extérieur. Les premières images obtenues ne sont pas satisfaisantes, mais à l'aide de compléments optiques, Philippe Jaune parvient peu à peu à enregistrer des images de qualité suffisante pour ses expériences. Cet autoportrait est l'une des premières images en perspective curviligne obtenues avec son assemblage optique. Pour restructurer une image de ce type, avec le maximum de rendu pour le point et la perspective, il imagine donc l'usage d'un écran hémisphérique et d'un miroir de projection non plus convexe mais concave, centré sous l'écran. Un dispositif qui nécessite de projeter l'image depuis l'arrière de la coupole par un trou aménagé au sommet de celle-ci. L'ensemble de son concept, la possibilité de la projection d'une image sphérique à l'intérieur d'une demi-sphère, étant ainsi démontré, il décide d'en faire le sujet de son diplôme de fin d'études d'architecture qu'il présente avec succès en juin 1955. Et enfin, les premières projections en 16 mm sur écran hémisphérique sont réalisées à Montpellier en 1957 dans une dépendance du château Leva. C'est donc à l'issue de cette démarche, à la fois théorique et empirique, que Philippe Jaune dépose le 25 avril 1958 le brevet du panorama exposant le principe suivant: assurer une projection sur la concavité d'une demi-sphère formant écran, entourant complètement le spectateur et correspondant à la totalité du champ visuel, et réaliser cette projection en ayant recours à un seul film et au matériel standard pour la prise de vue comme pour la projection. On voit dans les schémas des brevets déposés en France et aux États-Unis que l'image obtenue par anamorphose sphérique est projetée depuis l'arrière de l'écran sur un miroir concave placé au centre de la salle en gradin, et l'image étant ainsi restructurée sur la concavité de la demi-sphère. Il faut donc se rappeler qu'au moment du dépôt du brevet, le fisheye n'existe pas. Mais ce type d'optique intéresse d'autres utilisateurs que Philippe Jaune, et au début des années 60, il apprend que la société Kinoptique à Paris va produire une série de très grands angulaires pour le compte de l'armée. À la faveur de cette commande, il acquiert en octobre 1961 un exemplaire de cet objectif dit Super TGA pour très grand angulaire de 1 mm 98 de focale. Adapté à une caméra 16 mm, il permet de réaliser enfin des images en perspective curviligne de qualité suffisante pour une salle de démonstration. Donc voici la première caméra Payard équipée du Kinoptique 1 mm 98. Et voici un diagramme qui présente l'image circulaire qui est obtenue avec cet objectif sur une bande film 16 mm. Cette première salle panorama sera la coupole de 4 mètres de diamètre installée dans la cave du 6 rue Gérard à Montpellier, où Jaulmes-Médaison ont leur cabinet d'architecture. Dans cette installation, c'est l'application du brevet qui est réalisée avec projection depuis l'arrière de la coupole sur un miroir concave au centre de la salle et dans le format 16 mm. Ces essais sont suffisamment convaincants pour que la presse s'y intéresse. Et déjà, au moment du dépôt du brevet en 1958, la revue professionnelle de techniciens du film s'était fait l'écho du panorama. Le panorama place la France à l'avant-garde des spectacles cinématographiques. Et plus tard, en novembre 1965, Science et Vie publie un long article ayant pour effet d'attirer l'attention d'EDF, qui cherche à présenter de manière spectaculaire et innovante l'usine marémotrice de la Rance, qui est alors en chantier. C'est ainsi qu'est tourné en panorama et dans le format 35 mm le film La Grande Marée, qui est présenté à l'automne 1966 au Salon de l'Enfance à Paris, puis en juin et juillet 1967 à l'Exposition universelle de Montréal dans le pavillon français. Le film est projeté dans une sphère de 8 mètres de diamètre
à des dizaines de milliers de spectateurs pendant toute la durée de l'expo à Montréal. Et le tournage a pu se faire au format professionnel 35 mm, car entre 62 et 77, la société japonaise Nikkor va produire une série de ces très grands angulaires, appelés fisheye, donc, pour le format photographique 24-36. Voici donc sur le diagramme d'une image 35 mm, avec l'image circulaire du panorama. Et Philippe Jaulm s'est donc équipé successivement de ces objectifs, ainsi que d'une caméra de fabrication française développée par André Coutan, le fameux Caméflex, qui par sa maniabilité a contribué à l'essor de la nouvelle vague. Donc voici successivement ces objectifs, le 7 mm 5 de Nikkor en 1962, ensuite le 8 mm de Nikkor, toujours, produit en 70, et que l'on voit monter sur le Caméflex, dont la tourelle a été légèrement modifiée afin d'obtenir une image adaptée à l'axe de prise de vue du panorama sur la pellicule 35, suivant les tracés régulateurs établis par Philippe Jaulm. Nous sommes donc en 1967, et depuis 1965, les choses se sont accélérées. Aidé par l'arrivée sur le marché de ces fisheye d'excellente qualité, Philippe Jaulm décide de passer à une étape supérieure, une salle de démonstration équipée d'un écran de 12 mètres de diamètre. Pourquoi 12 mètres ? Tout simplement parce qu'à partir de 6 mètres de distance, l'œil accommode à l'infini. Et Philippe Jaulm sait que c'est à cette seule condition que le spectateur va alors passer au travers de l'écran, qu'il va se retrouver dans ce qu'il appelle le cinéma grandeur nature. Mais Philippe Jaulm, à cette époque, voit plus loin encore. Il perçoit très tôt le potentiel de la lumière du midi et cherche un terrain non seulement pour bâtir une salle panorama avec écran de 12 mètres de diamètre, mais aussi un centre de recherche audiovisuelle pouvant accueillir chercheurs, tournages et production. Il acquiert à Clapier, en limite sud de la commune avec Castelnau-le-Lez, un terrain de près de 3 hectares qui lui paraît propice à ce projet. Il dessine un plan de masse de cette sorte de cité du cinéma qui sera approuvé par arrêté préfectoral en 1966 et débute les études de la salle panorama considérée comme la première tranche de ce futur ensemble d'activités cinématographiques. Sur ce plan, on voit la salle panorama sur le lot numéro 4 telle qu'elle était prévue donc en 1966. En janvier 1968, il fonde la société Les Ateliers du Cinéma Total et lance la construction de la salle panorama de Clapier. Donc voilà l'étude, une des études de la salle. Voici l'ensemble des vues que vous a présenté Yvon Comte tout à l'heure de cette salle. La salle en plan, que vous avez déjà vu aussi. La salle en coupe, donc, qui est très importante parce que donc, on voit très bien là-dessus comment la cabine de projection est installée à l'arrière de la coupole, en hauteur. Le faisceau lumineux est envoyé sur un premier miroir au sommet de la coupole et par le trou ménagé dans cette coupole, l'image est transportée sur le miroir concave au centre de la sphère et ensuite restructurée sur l'ensemble de la coupole. Voici le chantier, le tout début de l'érection de la salle. Ensuite, d'autres moments de ce chantier. La fameuse coupole, ce n'était pas une mince affaire que de faire une coupole de 12 mètres de diamètre à l'époque. Donc c'est une coupole de 180 mètres carrés qui est réalisée en staff par la juxtaposition de dalles galbées suivant un gabarit de pose articulé sur un cardan au centre de la demi-sphère, qui sera ultérieurement l'emplacement du miroir concave de projection. Donc on voit cette espèce de gabarit qui était maintenu par des filins et qui était déplacé de manière à assurer la pose des dalles. La salle est achevée en 1969, équipée d'un projecteur 35 mm, d'un miroir central pour la projection, de fauteuils bien sûr, et elle est inaugurée en décembre de cette même année. Donc voici la salle en 1969, peu avant son inauguration. L'intérieur de la salle à cette époque-là, les fauteuils, le miroir concave qu'on aperçoit sur la droite et bien sûr une portion de la sphère en staff de l'écran. Sur cette dernière photo prise à cette époque, on reconnaît donc au centre Philippe Jaulm, à droite son associé l'architecte Jean-Claude Deson et à gauche l'écrivain et poète Frédéric Jacques Temple qui était alors directeur de la télévision régionale.
Pour Philippe Jaulm, cette salle de 50 places, c'est une étape majeure dans sa démarche vers un cinéma total. C'est l'aboutissement de nombreuses années de recherche menées parallèlement à une intense activité d'architecte, mais c'est aussi et surtout un tremplin pour le développement du procédé. En 1972, la Chambre syndicale des constructeurs automobiles fait appel au Panorama pour réaliser un film intitulé L'automobile et l'environnement, qui sera diffusé au Salon de l'automobile de Paris et présenté au président Georges Pompidou. Le film est projeté dans la salle sphérique démontable de 8 mètres de diamètre qui avait été utilisée par EDF pour Montréal. Il y a ensuite d'autres présentations qui sont faites, notamment dans une exposition du paysagiste architecte Bernard Lassuste pour Paysages quotidiens. De 1975 à 1980, les équipements du Panorama sont utilisés pour une simulation visuelle, notamment pour le Centre d'électronique de l'armement du ministère de la Défense et pour le service d'études techniques des routes et autoroutes du ministère des Transports. Mais le défi qui reste face à Philippe Jaulm, c'est la présentation du Panorama au grand public en exploitation régulière et dans une salle parisienne. Il cherche un lieu où implanter un écran de 18 mètres de diamètre pour une capacité de 250 places. Et surtout, il décide d'abandonner l'utilisation du miroir concave afin de réaliser une projection directe avec un objectif fisheye depuis le centre de la salle. Donc on voit sur ce plan ce projet avec la cabine de projection, cette fois-ci sous les gradins, pour projeter à partir du centre de la salle. Ce qui implique l'installation d'une cabine de projection sous les gradins et aussi, pour des raisons de qualité d'image et de lumière, de changer de format de pellicule. Et donc le format de pellicule retenu à cette époque est le format de type VistaVision 35 mm à défilement horizontal, ce qui permet une surface d'image comparable au 24-36 photographique, soit le double de l'image 35 mm standard. Le problème étant qu'il n'existe pas d'objectif fisheye pour produire une image de cette dimension et pour la projeter. Philippe Jaulm décide alors de faire fabriquer 4 objectifs sur mesure, suivant des spécifications techniques précises, et c'est la société Reosc qui réalisera ces 4 optiques qui serviront à la prise de vue et à la projection. Il faut aussi une caméra de type VistaVision. Ce format développé aux États-Unis dans les années 50 pour concurrencer le 70 mm n'est plus utilisé, et c'est à un studio d'effets spéciaux de Los Angeles qu'une caméra Mitchell de ce type est achetée. Voici donc une image, par exemple, de la Tour Eiffel qui avait été tournée à cette époque avec le format VistaVision. Il est nécessaire de mettre un canon optique qui permet de transporter l'image depuis le projecteur jusqu'à l'objectif qui se trouve au centre de la salle. Et enfin, bien sûr, il faut la salle qui est finalement trouvée dans le quartier Montparnasse, au 35 rue de la Gaîté. Il s'agit du Paramount Gaîté qui, rebaptisé Espace Gaîté, permet la création de 3 salles, dont une coupole panorama de 17 mètres de diamètre pour 225 places. La salle est inaugurée et ouverte au public en juin 1981, avec un film réalisé par Philippe Jaulm, Labyrinthe en panorama. C'est un documentaire de 30 minutes sur Paris qui emmène le spectateur dans des lieux connus et moins connus que l'on semble découvrir pour la première fois grâce à l'effet panorama. Et dans son édition du 16 juin, Le Matin de Paris écrit « Le panorama, l'image omniprésente, les fantômes des frères Lumière doivent se trémousser d'aise. Quel spectacle !» Non sans mal, le but de présenter le procédé au public parisien est atteint. Les spectateurs découvrent une nouvelle façon de voir le monde du cinéma, la presse est élogieuse, et les professionnels du cinéma surpris par cette restitution de l'espace qui remet en cause nombre des habitudes du cinéma traditionnel. L'Espace Gaîté exploitera pendant 3 ans la salle Panorama, mais malgré la production de 2 autres films, Attention de Frédéric Jaulm et 10 ans de Panorama, qui reprend certains films réalisés par Philippe Jaulm pour la salle de Clapier, le succès commercial ne sera pas au rendez-vous, faute de films à proposer au public. L'Espace Gaîté poursuivra une exploitation mixte sur ces 3 écrans, entre des films traditionnels et les 3 films Panorama, mais sera finalement contraint de fermer ses portes en janvier 1987. Philippe Jaulm reste cependant convaincu que le format VistaVision est la solution à l'amélioration de la qualité de la projection, et ne disposant plus de la salle de Paris pour en faire la démonstration, il décide d'équiper la salle de Clapier dans ce format. Entre 1989 et 1992, un tout nouveau projecteur est fabriqué sur mesure et commandé à une société suisse, et un documentaire de 15 minutes sur le Languedoc-Roussillon est réalisé.
Et en juin 1992, la salle de Clapier est inaugurée avec ses nouveaux équipements. Comme à Paris, la projection se fait maintenant depuis le centre de la salle et l'objectif Réos remplace l'ancien miroir concave. Donc ça, c'est le projecteur VistaVision qui a été fabriqué pour le panorama et pour installer ce nouvel équipement dans la salle de Clapier. Donc ça, c'est l'époque, l'installation de ce projecteur, la face haute du projecteur avec son chemin de film et le projecteur installé, prêt à fonctionner avec son système de ventilation. Pendant les 10 années qui vont suivre, l'installation de ce panorama de deuxième génération à Clapier, de nombreuses démonstrations vont continuer à être faites, de nombreux contacts vont être noués, mais malheureusement, aucun des projets envisagés n'aboutira. Et au tournant des années 2000, l'image numérique commence à s'imposer et l'on sent que le support film vit ces dernières années. Les dernières projections auront lieu en 2003, puis la salle sera fermée et même murée, car pour la première fois en plus de 30 ans d'existence, elle est devenue la cible récurrente d'un vandalisme destructeur. Donc, voici donc la salle. On pourrait dire que de Clapier à Clapier, la boucle est bouclée, et c'est de toute évidence la fin d'une trajectoire, mais est-ce la fin du panorama? En octobre 2014, voici quelques vues donc, de la salle actuellement. En octobre 2014, Julm est invité en Allemagne par le Centre des Arts et Médias de Karlsruhe pour donner une conférence sur le panorama et le cinéma total. Il y redit sa conviction que le cinéma total est l'évolution inéluctable du cinéma, et je pense qu'il est utile de vous communiquer quelques extraits de cette conférence. Voici donc les paroles de Philippe Julm qui dit « Avec l'invention du cinéma, naquit le mythe du cinéma total, sentiment d'envahissement que j'appelle aussi volontiers l'appel de l'espace. Comment exprimer, sans utiliser la projection sur écran hémisphérique, la dimension fabuleuse qui nous saisit lorsqu'on entre, par exemple, dans la cathédrale d'Amiens? Aucune image classique ne le permet. Je crois qu'il existe un au-delà du cadrage, la fixité fatigante de l'écran encadré contredit le désir de mobilité de l'œil. Il faut sur ce point faire deux remarques. La suppression du cadre provoque un transfert physique du spectateur. Celui-ci s'adapte physiquement à cette nouvelle image et ne se sent plus dans une salle, il échappe à la salle. Et l'image totale induit pour le spectateur une perspective subjective. Conséquence, le spectateur a le sentiment de devenir acteur de l'image dans laquelle il est entré. Pour terminer, disait Philippe Julm dans cette conférence, j'ai envie de témoigner de mon émerveillement et de celui de tous ceux qui ont participé ou collaboré à nos découvertes. Et j'ai envie de vivre et faire revivre aux autres ce plaisir total du cinéma total, ce plaisir complet de l'excitation de la totalité de la rétine. Et cet émerveillement, Philippe Julm l'a fait partager au public de la conférence de Karlsruhe en projetant des images dans une petite salle hémisphérique transportable de 4 mètres de diamètre, conçu par son fils Frédéric Julm, qui poursuit ses recherches en utilisant les moyens numériques autant pour la prise de vue que pour la projection. De même que l'apparition des objectifs fisheye en 1961 avait stimulé le développement du panorama, l'arrivée de l'imagerie numérique offre aujourd'hui un champ d'exploration illimité. Un bon exemple en a été donné en 2015, lors de l'exposition consacrée au cabinet Jolme-Maison au Centre d'Art La Fenêtre à Montpellier. La salle panorama transportable y a été installée et un film sur l'université Paul Valéry a été réalisé pour l'occasion. La projection de ce film, ainsi que d'autres séquences réalisées auparavant, a permis encore une fois de démontrer les extraordinaires qualités du procédé, tant pour le rendu des espaces extérieurs que pour les espaces intérieurs. Voilà des images prises en cours de projection sur la coupole. Voilà une image de la bibliothèque universitaire de Paul Valéry, une image du musée des Moulages. Et la remarquable souplesse de tournage et de production offerte aujourd'hui par le numérique laisse entrevoir les immenses possibilités de création et de simulation qui restent à explorer. Comme je l'ai indiqué en préambule, un projet de restauration de la salle de Clapier est à l'étude depuis son inscription au monument historique. Ce projet vise non seulement à conserver au patrimoine de Montpellier et du cinéma un équipement unique et historique, mais aussi à en faire un pôle de l'image totale pour le public et l'expérimentation. Une restauration
du panorama en projection numérique offrirait une qualité supérieure aux anciennes projections de films sur pellicule et permettrait de reprendre et développer les études de simulation de l'espace, notamment dans le domaine de l'architecture cher à Philippe Jaulm. Et pour conclure, et pour avancer une réponse à la question posée un peu avant, il semble que non seulement la mise en sommeil il y a une douzaine d'années de la salle de Clapier ne signifie pas la fin du panorama, mais qu'elle pourrait annoncer, nous en sommes convaincus, le point de départ d'une renaissance. Cette conférence a été réalisée par l'association Les Amis du Panorama, qui œuvre à la sauvegarde de la salle de Clapier et au développement de l'invention de Philippe Jaulm. Cette association est ouverte aux bonnes volontés qui pourraient se manifester. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse électronique affichée. Je vous remercie de vos attentions. Voilà, je vous rappelle que nous avons la chance et l'honneur d'avoir Philippe Jaulm, l'inventeur, parmi nous. Donc je voudrais lui proposer de venir à ma place, de manière qu'on puisse lui poser quelques questions. Je suis allé à Paris, on était obligé d'aller à l'école des beaux-arts de Paris. J'ai eu contact avec des tas de gens, d'artistes. J'ai découvert, comme jeune étudiant, la force de liaison quand on a dans la tête des projets sans être des projets. Simplement, j'étais intéressé par le cinéma et j'ai fait des études de cinéma abstrait en particulier. Je cherchais à avoir des liaisons entre les images abstraites sur les couleurs, le mélange des couleurs, les mélanges dans le temps, etc. Donc j'étais dans le cinéma et là je me suis rendu compte qu'il y avait un manque et une gêne par les écrans sur lesquels on projetait ces films. Et j'ai décidé de dire c'est pas possible de continuer ça sur des films normaux, il faut faire péter l'écran, moi j'en ai marre des écrans. En gros c'est ça. J'étais encore étudiant. Et je me suis accroché à cette théorie qu'on m'avait apprise au lycée, c'est qu'il y a toujours un retour inverse de la lumière. Cette phrase m'est restée, un retour inverse de la lumière, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai étudié ça dans l'usage de l'image en général. L'image a évolué depuis constamment. Elle évolue encore, d'ailleurs, on pourra en parler, mais ça, je crois que souvent, il sera encore là demain. C'est important de savoir qu'à ce moment-là, je réalisais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. J'abandonne le cinéma abstrait et je dis il faut trouver un écran qui ne soit pas un écran encadré, qui ne soit pas un rectangle foireux devant nous, quand on a un espace à représenter, on ne peut pas le faire. Et c'est comme ça que je suis parti dans la recherche, avec cette idée de retour inverse de la lumière. J'ai dit si on peut faire le retour inverse de la lumière, et du moment qu'on peut photographier avec des fisheye des débuts, bon, je ne mettais pas sur des coupoles, ces photos de fisheye, je les utilisais simplement en tant que capture générale de l'environnement. C'est ça qui m'intéressait, voilà. C'est en poussant, c'est ça la recherche, c'est ça qui est formidable. Je ne veux pas vous raconter tout parce qu'on ne pourrait pas finir aujourd'hui, mais j'ai foncé là-dedans. Je dis, retour inverse de la lumière, du moment qu'on peut capter sur des boules, comme tu l'as montré tout à l'heure très bien, sur des boules en réflexion, sur des miroirs, etc., qu'on peut capter tout ce qui est autour de nous, eh bien, on doit pouvoir le restituer. Et si on peut le restituer, j'ai vu à ce moment-là, je ne peux pas le faire moi-même. Il fallait que je voie des gens compétents. Je suis allé voir des opticiens, des types calés, quoi. À cet âge-là, on a tous les culots. Je suis allé voir des opticiens, je leur ai dit, voilà, retour inverse de la lumière, bon, est-ce qu'on peut passer directement d'une pellicule qui est un plan à une sphère? Ah non, 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 la photo d'un plan, c'est un plan. Terminé, retour inverse de la lumière. Là, il m'a un peu mis dehors, comme un incompétent, comme quelqu'un qui me prend pour un incompétent.
j'étais peut-être d'ailleurs, et il m'a fait reculer. Hein. J'ai dit ça va pas. Hein. Et j'avais. À cet âge-là, on a des culots terribles, on voit n'importe qui. J'ai vu d'ailleurs à Belgance à ce moment-là, je suis allé voir à Belgance. En lui en parlant, il m'a dit, mais c'est formidable ce que vous faites, il faut le faire, etc. Moi, c'est ça que je voulais faire, etc. Enfin, j'ai eu un très bon rapport avec la Belgance. Hein. J'ai eu un très bon rapport aussi avec des opticiens. Je connaissais quelqu'un dans ma famille qui était dans ce métier d'optique et qui m'a dit, va voir un tel qui est à l'Institut d'optique à Paris. Hein. Il te dira si on peut passer d'une image prise sur un fichaille, pas avec un fichaille, qui n'avait pas de fichaille, prise sur une boule et la restituer. Et je suis allé voir cet opticien. Hein. Il m'a dit, ben oui, on doit pouvoir le faire. Hein. Laissez-moi quelque temps pour pouvoir vérifier si c'est possible. Je leur ai laissé ce temps bien volontiers. Ils sont revenus quelques temps après, on s'est retrouvés, on a discuté. On m'a dit oui, je peux vous faire avec le fichaille, même si on vous a dit qu'un plan, l'image d'un plan c'était un plan, là je pourrais vous faire une image sphérique à partir d'une pellicule plane. Hein. Donc on allait au-delà des normes qui étaient celles qu'on apprenait au lycée, je dirais. Hein. L'image d'un plan, c'est un plan. Hein. On n'a jamais dit que ça pourrait être une sphère, c'est pas possible. Et là, on est arrivé à faire des photos. Alors là, j'ai fait des expériences sur des petites coupoles, des coupoles d'architectes, c'est-à-dire comme celles qu'on met sur les toits pour recouvrir les grands halls, comme à la faculté des lettres, par exemple. Et j'ai commencé mes études sur le passage de photos prises avec un fichaille et redressées avec un... Il n'y a pas de fichaille là, forcément, hein, mais redressé sur une sphère, et on l'a fait. C'est comme ça que j'ai fait tout mon travail passionnant. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que je suis devenu un peu fou, quoi. Il en faut. Voilà. Si vous avez des questions, Oui, j'aurais aimé que vous me disiez un mot sur votre collaboration avec les artistes comme Vasarely pour la grille, par exemple, de l'université Paul Valéry, oui. Ce travail de la forme aussi sphérique qui est transformée, qui est plat et qui est perçue en volume. C'est un exemple de ma folie de ce moment-là. J'étais aux Beaux-Arts à Paris, c'était une école formidable, c'est la seule où on apprenait l'architecture. D'ailleurs, on apprenait l'architecture avec des professeurs qui étaient des architectes que l'on choisissait. Hein, et il n'y avait pas d'école où on choisissait son professeur. Là, on choisissait son professeur. Moi, j'ai choisi des professeurs à l'école des Beaux-Arts de Paris, qui étaient des types dont j'avais connu des réalisations. En particulier, il faut que je me refasse un effort de mémoire, mais il y avait des gars, je vous dirai quoi quand vous voulez. Hein, pas maintenant. Voilà. Cet échange-là, je l'ai créé. Vasarely, à ce moment-là, sortait ses premières maisons. Il me poussait sans le vouloir. Hein, bien sûr, on ne se connaissait pas, hein, je ne connaissais pas. C'est vers l'architecture. Hein. Il avait construit déjà en Provence des maisons cubiques un peu, hein, Vasarely. Et je dis, mais bon sang, il faut que j'aille le voir. Et pof, je suis allé voir Vasarely chez lui en Provence. C'était formidable. Hein. J'avais un échange avec lui formidable. Il avait dans une espèce de grotte à l'entrée de sa maison un jeu d'échecs par terre et on pouvait jouer aux échecs pendant toute la journée. Hein. Enfin, c'était un homme de... je dis là, c'était, mais je voulais faire des choses encore avec lui, et je n'ai pas pu le faire parce qu'il était quand même un peu plus âgé que moi, et ça compte. Hein. Donc, je suis parti le voir, je suis allé le voir en Provence. Je dis voilà, j'aimerais bien me dire si vous seriez intéressé par la création d'un portail sur la faculté des lettres. Hein. Il m'a dit ben oui, pourquoi pas, ouais. Je vais venir. Il est venu à Montpellier, il a regardé les lieux. Hein.
On a passé un bon moment ensemble. Je lui ai dit que je voulais que ce soit... Je ne lui ai pas dit ce que je voulais, je lui ai dit l'impression que j'avais de lui, de ce qu'il aimait, et que je voulais qu'il apporte ce que lui pensait qui était nécessaire pour faire un portail là-dessus. Le portail était forcément grand, puisque ça je l'avais prévu dans l'architecture. Hein. C'était un pivot, ça marchait sur un pivot et ça se tourne quand ça s'ouvre, etc. Voilà. Il m'a dit, mais d'accord, je suis d'accord. Et c'est lui qui m'a fait l'étude, hein, et qui a commandé son serrurier. C'est lui qui a tout fait pour apporter ce portail-là. Voilà. Donc on a collaboré, on s'est bien aimés tous les deux, voilà. C'est tout. Ça compte dans la vie, à cet âge et à tous les âges, hein, de collaborer avec des gens que l'on estime dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils créent. Paul Valéry a écrit là-dessus, tu m'as passé une citation qui montre ça, quoi, qui montre cette capacité des artistes à penser à ce qu'ils vont faire. Hein. C'est formidable. J'aimais beaucoup Valéry aussi. Voilà. Ben, je crois que j'ai à peu près dit l'essentiel. Merci. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une petite question vous disiez que vous aviez acquis ce terrain. Vous disiez que vous aviez acquis ce terrain à Clapiers pour faire cette expérience. Ah, c'est moi qui me suis baladé dans les environs. Oui, mais vous l'avez acquis. Vous disiez que vous aviez acquis. Ah oui, j'ai acheté, bien sûr. Comment fait-il que il est toujours à vous, ce terrain? Mais non. C'est un conflit. Là, vous passez sur un point délicat. Un point délicat, c'est que j'ai acheté 4 hectares. Oui, hein, parce que je voyais grand et je ne regrette pas. Parce que je voyais pas seulement la salle de Clapiers, la salle de 20 mètres de diamètre, hein, 20 mètres ou 16 mètres plutôt. Hein. 12. Bon, je voyais rassembler à Montpellier tous les gens qui s'intéressent à la lumière, au cinéma, et non pas au cinéma abstrait, hein, mais au cinéma qui joue là-dessus, dans l'image, et surtout qui joue pour l'image sphérique. Je voulais, disons, faire des réalisations avec des gens de métier. Hein. Donc je voulais rassembler là plusieurs gens de métier. Et donc j'ai fait un plan de lotissement que j'ai fait approuver par le préfet, qui a été approuvé. Tout l'ensemble du terrain, qui faisait 4 hectares, était divisé en parcelles, hein, dont une des parcelles était déjà décidée sur laquelle il était décidé de construire la première salle panorama qui a été construite. Et là, que j'ai tenu, quoi. J'ai tenu, mais après, il y a eu des histoires, parce qu'il fallait pas seulement faire cette salle à Clapiers, il fallait faire autre chose, il fallait construire une salle à Paris, il fallait construire à l'étranger, etc. Si on veut faire connaître quelque chose, même si on le brevette, ça ne sert pas à grand-chose, le brevet, il faut les réaliser. Hein. Et pour les réaliser, j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu du mal. D'ailleurs, quand on fait de la recherche et quand on fait de l'innovation et quand on invente des choses, on a toujours beaucoup de mal à faire passer les choses. En particulier, j'ai vu au début des cinéastes pour leur disant j'aimerais faire un cinéma sphérique à la faculté des sciences, là, c'était avant la faculté des lettres. Hein. Quand je me suis occupé de tout le centre administratif de la faculté des sciences, je dis j'ai fait le plan, vous avez le plan, vous faites une sphère dans cette faculté. Et l'artiste m'a dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Le cinéma c'est un plan, le cinéma c'est un rectangle, le cinéma c'est ci, c'est ça. Enfin, ils avaient déjà toute leur philosophie, ce qui est normal d'ailleurs. Hein. Je ne vais pas vous raconter ces histoires de contact avec les gens de métier qui sont souvent très difficiles et encore maintenant. Hein. Les gens sont souvent renfermés dans ce... Moi-même, j'étais renfermé dans l'idée de ne pas faire de film pour...